La Cité européenne des scénaristes présente... J'aime beaucoup faire jouer les personnages, leur faire des petits mouvements de tête qui vont appuyer ce qu'ils sont en train de dire, faire bouger leur bouche en synchronisation sur leur acting. Et c'est le moment où je retrouve le plaisir du jeu d'enfant, de faire parler les personnages. Je faisais pas de l'action avec mes poupées, je faisais du blabla, je faisais du sitcom. Les auteurs graphiques et de scénarios. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Sur Mars Express, il y a une question de sens où justement les personnages humains sont dessinés et les robots sont créés par ordinateur. Donc là, il y a un côté un peu méta de les machines sont créées par les machines et qui finalement créent quelque chose d'hybride mais qui est fascinant. Leur métier, créer et animer les personnages et décors des œuvres d'animation. Dans ce 23e numéro de l'émission, la parole est aux auteurs et autrices graphiques. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont aussi bien travaillé sur les longs métrages de cinéma J'ai perdu mon corps et Mars Express que sur les séries Disney+, The Doomies et les aventures au parc de Tic et Tac, mais aussi sur la série d'anime adulte Vermine ou encore sur les franchises emblématiques Oggy et les cafards et Zig et Charcot. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2023. Je vous suggère, si vous n'êtes pas familier du secteur de l'animation, d'écouter d'abord l'épisode du podcast consacré aux storyboarders, car on y introduisait plusieurs termes techniques qui reviendront aujourd'hui, et car les auteurs graphiques interviennent justement après la création des storyboards. Bonjour, je m'appelle Johan Hervaux, j'ai 30 ans, on s'en fout de mon âge. Je suis character designer, mais aussi un peu directeur artistique. Et réalisateur aussi, je peux le dire parce que je fais un film en ce moment. Dans l'animation toujours ? Dans l'animation. Mes derniers projets sont, comme plein d'autres de mes camarades autour de cette table, il y a les Doomies de chez Xylam. Pour Disney+. Et mon film, un petit court-métrage de 15 minutes. Chez qui ? Chez qui ? Chez Xylam. Encore. Bonjour, je m'appelle Clémence Bourson, je suis chef décoratrice couleur et directrice artistique. J'ai travaillé notamment sur des séries comme Oggy et les cafards, Zig et Charcot, Oggy. Dernièrement, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Toby Loness et qui sortira bientôt à l'automne, à Noël. J'ai un peu de promo aussi, moi. Merci, ensuite. Bonjour, je suis Lucie Arnissold, je suis principalement animatrice et chef animatrice, principalement à Xylam. Donc j'ai travaillé sur Zig et Charcot, la saison 2. J'ai travaillé sur les fabuleuses aventures du prince Mocha. Et actuellement, je suis chef anime sur la série The Doomies pour Disney+. J'ai eu d'autres petites aventures à gauche, à droite. J'ai fait un peu de scénario, un peu de storyboard. Voilà. Bonjour, je suis Thomas Greffard, principalement décorateur dans l'animation. J'ai travaillé sur différentes séries, Vermine, Crisis Young, Nawak, des croque-moutards, et récemment là je suis directeur artistique à Xylam sur la série Les Doomies. Sarah Calaf, je suis character designer depuis 6 ans. J'ai travaillé pour l'instant que pour de la série animée et essentiellement du cartoon, et la dernière série sur laquelle j'ai travaillé à Xylam c'est Chip and Dale et c'est déjà sorti sur Disney+, je crois. Tout le monde s'est très bien présenté. Hein. Bah, quand tu passes en premier, c'est le problème. Ouais, j'ai raté mon truc. Tu veux le refaire ? On va recommencer. Pas du tout, mais tout le monde a balancé son CV, donner c'était ton âge ? bien. J'ai 33 ans, je suis célibataire, je suis hétérosexuel, très blanc. Pour ceux qui ne le voient pas. Je commence avec la première question. Du coup, est-ce que vous vous souvenez du premier scénario ou projet que vous avez illustré ou sur lequel vous avez travaillé et comment vous l'avez vécu ? C'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé, mais vraiment brièvement. C'est le teaser de J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Ouais. Comme on n'avait pas encore de storyboard, c'était super d'avoir accès au scénario pour avoir un aperçu de toute l'histoire. Au décor, moi j'avais l'habitude de travailler avec un storyboard où la mise en scène est déjà très en place. Et là, de démarrer avec le scénario, ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Et voilà. C'était la première fois que tu as bossé sur un scénario. Avant, tu bossais sur des projets de non-fiction ou sur d'autres choses ? Non, c'est qu'en fait, quand tu travailles en série, généralement, quand tu arrives à l'étape de décor, les scénaristes sont un peu à part finalement. Et c'est pas le scénario que tu utilises, c'est le storyboard qui va être un peu ta bible et ta référence. Parce que si on lisait les scénarios, ce qui serait intéressant, mais au final, entre l'étape du scénario et du storyboard ou de l'animatique, il y a tellement de choses
qui sont reprises comme les dialogues, la mise en scène, le montage, que finalement ça fait trop de changements pour partir du scénario. Pareil, les rares fois où j'ai eu un scénario, c'était quand j'étais chef Cara et qu'il y avait un gros personnage en fait, un personnage important qui arrivait et le storyboard n'était pas encore fait en fait et on avait besoin de savoir à quoi il pouvait ressembler. Donc là j'avais le scénario vraiment en amont pour pouvoir l'imaginer et que les borders ensuite puissent le dessiner correctement sur l'animatique. Moi, c'était sur F is for Family de chez Netflix. C'est la première fois qu'on me passait un scénario. Je devais faire du développement, du co-auteur graphique sur le Cara Design. Du coup, tout en anglais, donc c'était un peu compliqué, mais c'est pas bien passé du tout. Ouais, mais je vais peut-être pas parler de ça, parce qu'on va parler de juridique et de droit, mais bref, ça a duré 2 semaines. Mais c'était assez marrant, on me demandait de faire un mélange entre King of the Hill et Beavis et Butthead. Donc c'est assez marrant à faire. Comme tu disais Clémence, souvent on travaille à partir du storyboard et on refait les décors principaux. Ça peut arriver qu'effectivement on prépare les décors en amont pour que les storyboarders justement puissent créer des cadrages et raconter l'histoire. Donc j'ai pas un souvenir vraiment précis des premiers projets sur lesquels j'ai bossé. Là où en tout cas j'ai eu le plus le champ libre pour vraiment mettre en place des choses, c'était sur Vermine. J'ai travaillé là-dessus avec Johan aussi. Où là pour le coup on avait vraiment pu échafauder des décors spécifiques et créer un univers vraiment spécial. Il y avait pas vraiment de scénar au tout début, ça s'est brodé un peu en parallèle de la création graphique et là il y avait vraiment quelque chose à mettre en place de totalement original et là c'était vraiment très intéressant, c'était long mais c'était vraiment très cool. Là, on dialoguait effectivement avec le réalisateur qui était aussi le créateur de la série et qui du coup avait des intentions, des idées et puis on échangeait, on faisait des sortes d'aller-retour de ping-pong. J'ai même travaillé au personnage aussi avec Johan un tout petit peu, mais j'ai principalement là encore une fois fait les décors. Et enfin Lucie, en tant que chef anime, quand j'arrive sur un projet, c'est au tout début du projet, je lis la bible littéraire. En fait, je lis tout ce qui a été écrit. Parfois, il y a une bible littéraire assez conséquente puisque le gros truc, c'est la bible littéraire. C'est comme ça que les prods vendent en fait le projet, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et du coup, il y a des petits scénarios, des ébauches de scénarios, etc. Et donc, ça donne pas mal d'indications sur le style du projet et du coup sur le style d'animation. En fait, est-ce que ça va être une animation très cartoon? Est-ce que ça va être une animation assez réaliste, etc. En gros, on a tous la bible littéraire. Okay. Qui est le gros dossier qu'ils envoient aux diffuseurs. C'est ça, et aux prods. C'est ça que je veux dire. Ça, vous l'avez tous quand vous bossez, alors. Ouais. Et c'est là, en gros, tu as la description des persos, des décors, notes du réal et parfois du producteur. Et les intentions. Et les intentions. En fait. C'est surtout que tu as une description des personnages qui est plus large que ce que tu vas lire dans les scénarios ou de ce que tu vas voir dans les storyboards. Généralement, il va y avoir la vie des personnages principaux étalée, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, quel est leur but, quel est leur caractère, des choses que tu vas pas forcément sentir ensuite en regardant le storyboard ou l'animatique, mais qui sont essentielles pour que le personnage soit suffisamment riche pour que les scénaristes aient de quoi construire des histoires sur toute une série ou sur tout un film. Où en est le scénario en général quand chacun de vos métiers entre en scène? Alors il y a différentes étapes. Quand on arrive à l'étape de développement graphique, on a simplement le dossier d'intention, donc la bible graphique ou la bible littéraire. Enfin, on doit faire la bible graphique et donc généralement on a plutôt la bible littéraire. Donc là on arrive vraiment en amont. Généralement les scénarios n'existent pas vraiment en tant que tels. On peut avoir des pitchs, des outlines, c'est-à-dire un résumé, un condensé du scénario, en quelques lignes, ce qui va se passer dans un épisode type. Mais c'est tout. À partir de là, on va essayer de créer, enfin je parle pour ma part, des décors, des environnements ou des personnages, selon, sur lesquels les scénaristes vont devoir s'appuyer et les storyboarders après coup. Donc ensuite le scénario est créé. Et écrit en aval des premières créations graphiques du coup. Il est écrit en parallèle souvent en fait de la création graphique. C'est vraiment en même temps en fait. Donc ça fait un petit peu un travail de ping-pong entre les deux. Okay. Des designs qu'on va fournir vont servir les scénaristes et vice versa. Ensuite le storyboard est fait. À partir du storyboard, on a une base déjà beaucoup plus concrète de ce qu'on va devoir fabriquer et mettre en image vraiment quand on a des cadrages, on a vraiment des intentions de plan. Et là à ce moment-là, on a vraiment une base très carrée sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour créer vraiment l'image finale, quoi. Parce qu'en fait, généralement, les diffuseurs ou les producteurs, ils vont demander des pitchs pour avoir un peu déjà voir si la série peut se développer et se faire en plusieurs épisodes, si on a des épisodes suffisamment riches et différents. Et ensuite, les diffuseurs vont choisir un des pitchs qui va être écrit. Et moi, je sais que généralement, en développement, quand c'est comme ça, le scénariste, c'est plutôt le ou la réalisatrice qui le fait, en fait. Généralement, c'est lui qui écrit, Oui, souvent, il en fait partie, mais il y a un scénariste en plus. Il y a un scénariste en plus qui aide à faire la bible littéraire, On travaille en parallèle parce que généralement, les premières illustrations qu'on va faire en développement, c'est lié au scénario. On va illustrer une séquence du scénario pour montrer l'image finale, ça va être ça. Il y en a parfois des diffuseurs ou des producteurs qui demandent on veut voir un épisode type
avant même de lancer une bib graphique. L'équivalent d'un pilote en série finalement, Oui, série, voilà, en prise de vue réelle, je veux dire. Ok. Et pour vos organisations entre auteurs graphiques, du coup, une fois qu'on entre sur la partie tête de création, comment ça se structure? Qui bosse sur quel aspect, à quel rythme? On parlait donc côté cara, côté animation, côté décor. Ça commence par la DA. Oui, ça commence. Mais a priori, il y a généralement, pour simplifier, il y a une personne qui charge des décors et une autre charge des personnages, quoi. Ouais, et voilà, globalement, ça peut se baser sur un binôme. Il peut y avoir plus de personnes, bien sûr. Mais ça, c'est en développement plutôt. Mais ça, c'est en Ouais, développement. vraiment, Ouais. ok. Ça, c'est en Pour développement. le graphique. En série, on est beaucoup plus nombreux. Vous avez Après, un réalisateur, des scénaristes, des directeurs d'écriture. Donc là, je saurais pas dire combien ils sont, mais sur une série, ça peut varier parce que finalement, comme ils sont indépendants, ça peut tourner. Un assistant réalisateur, un deuxième assistant réalisateur. Directeur artistique, il n'y en a pas sur tous les projets, mais ça commence à être plus... démocratisé un peu. Ouais, tout à fait. Et ensuite, vous avez des leads pour chaque poste. Donc, chef design perso, les props, les effets Les spéciaux. props, c'est les accessoires, c'est Ouais, ça? exactement, tout ce qui est animé. Les effets spéciaux, les décors traits, les décors couleurs. Ensuite, vous avez l'animation, le layout. Layout décor et layout posing. Le layout, c'est... C'est juste après le Cara Design en fait. En Voilà. Cara Design, on va designer les nouveaux personnages ou on va faire des rhabillages des personnages déjà existants. Et aussi, on va faire des poses clés en fait qui vont permettre d'être des sortes de repères pour les personnes qui vont venir après en animation et au posing. Et donc quand le Cara Design est fait, il y a les personnes au posing qui vont faire les poses intermédiaires, enfin les poses importantes, Clé, quoi. Les clés, poses oui, clés. oui c'est ça, et qui vont ensuite Dans aider le plan. à l'animation. Et tu le mets dans le décor. Ouais. Mm. En fait, le layout, Mais- c'est vraiment une étape très technique de l'animation, qui est vraiment spécifique à l'animation. En fait, c'est déterminer la composition d'image finale. C'est à partir des designs séparés qui sont d'un côté les personnages, d'autre les décors. On doit compiler ça et vraiment créer le cadrage final et la composition finale de l'image, et après encore déterminer s'il y a un mouvement de personnage, s'il y a un mouvement de décor, si la caméra panote, etc., etc., etc. Ok. Donc on était au layout ensuite. Ensuite, toute l'animation qui est faite, la mise en couleur de l'animation. Toutes ces étapes, elles sont vérifiées par le réalisateur, le directeur artistique et les chefs de poste à chaque niveau. Les et fixes. les fixes, C'est effectivement. spéciaux, ouais. Et puis après, le compositing, qui est la fin avec l'intégration et puis l'image finale qui est décidée là-dessus. Et parfois, ça repasse au montage aussi. On n'a pas parlé du montage. Montage, parce que Ah oui, ça le montage, intervient c'est au moment avant. du storyboard et de l'animatique, parce que c'est Ouais. des étapes Ouais. très importantes en animation Ouais, 2D. ouais. Qui intervient plusieurs fois du coup tout au long de la production. Ouais. Et donc, en fait, selon les étapes, selon les postes, je pense que les gens restent en moyenne 1 an et demi. Mais après, le projet, si on part du début jusqu'à la fin, ça peut durer 4 ans, 5 ans. Ça, c'est le réalisateur. Voilà, ou le la réalisateur, réalisatrice, c'est lui qui va rester reste le sur toute plus la longtemps. durée. Ouais. ouais. Ouais, donc c'est vraiment une grosse inertie de projet. Mais c'est Ouais. vrai qu'on a un peu sauté l'étape animatique, alors que effectivement, moi par exemple, quand je dis que je travaille avec le board, c'est pas tout à fait vrai. Je travaille avec l'animatique. En Oui, fait. moi aussi. C'est ça. Ok. Parce que j'ai des indications du coup de rythme et de durée. C'est un peu la partition. Un pré-montage. Mm. L'intention Ouais, et est après, déjà ouais. là en fait. Toutes les intentions sont Et là. puis y avoir les voix, le son. On parle pas de la post-prod. Et Tout le son. sujet, Et le c'est- son. Exactement, le son, le Ah, bruitage. au moins, en tout cas, on voit où vous êtes dans la chaîne. On revient du coup sur le scénario. Vis-à-vis de la narration des projets sur lesquels vous entrez, quelles sont les premières questions que vous vous posez? Est-ce que je vais réussir à le traduire? Parce que c'est en anglais. Pour les copros internationales. Mais oui, une première question. Est-ce que ça va me plaire? Ouais, Je pense que oui, c'est la question ça, hein. principale, ouais. C'est est-ce que ça nous parle, quoi. Ouais, est-ce que ça nous parle? Est-ce que j'ai envie de porter ce projet. projet en fait? Est-ce que ça va m'amuser Ouais, c'est ça. de travailler là-dessus? Ouais, puis comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider, le mettre en avant, sublimer les personnages, quoi. Et au-delà de la blague, je pense que la traduction, c'est vraiment ça. Parce que notre travail, c'est vraiment traduire, de passer du texte à l'image, en fait. Et est-ce qu'on va déjà se projeter, en fait, dans le scénario pour en faire des images, quoi. Moi, quand j'ai eu un scénario, j'étais déjà dans le projet, donc j'avais pas trop la question à me poser si ça va me plaire ou pas, fallait que je le fasse. Mais en tout cas, il fallait que j'aille piocher toutes les informations sur le personnage que je devais créer. Et aussi, mais ça c'est plus un travail d'assistant réalisateur ou réalisatrice, c'est de voir si dans le scénario on peut faire des réutilisations de personnages préexistants pour faire un peu d'économie. En fait, en série animée, chaque épisode, il y a des personnages qui ont été écrits dans le scénario, sauf que s'il y a trop de personnages à créer, ça va demander trop de temps en fait au chara designer et même pour la suite, pour l'animation. Donc il faut faire des économies et peut-être faire des concessions sur des nouveaux personnages et peut-être réutiliser des personnages qu'on a déjà en banque. Ok. C'est des questions de prod. Mais ça, ouais. c'est plus des questions de prod, mais ça m'est déjà arrivé en tant que Ouais, chara ouais, mais designer. on s'en inquiète de en le faire. vrai, ouais, parfois. Genre, oh là là, merde, ça va être horrible à faire. Mais Genre, oui, moi c'est la Genre une c'est cathédrale avec les enfants de cœur, il y en a 100, enfin, c'est pas Ah oui, possible. les foules, genre. c'est quelque chose aussi. aussi. Ouais, moi les je me pose caméras beaucoup folles. cette question-là, la question de la faisabilité. La faisabilité par rapport à je lis un scénario, je vois que bon, il y a des ambitions un peu gros budget et que je demande à la prod justement est-ce qu'il y a un gros budget, on me dit non,
temps, où il n'y a pas beaucoup de temps, je me dis, oula, ça va être une galère en fait. Ouais, ça peut être frustrant artistiquement. Et donc du coup, quand vous bossez avec, en général, j'ai le scénario ou plus largement la narration, on va dire, avec, c'est quoi vos étapes de travail, votre méthode J'ai une petite anecdote. Ouais. Qui est de cette semaine, toute fraîche. Donc sur Doomies, je devais travailler sur l'épisode 2, enfin bref. Je regarde l'animatique, et l'animatique donc est en anglais. Et il se trouve que mon niveau d'anglais n'est pas suffisant. C'est vraiment un sujet en fait. Hein. Absolument. Ouais. Donc mon niveau d'anglais n'est pas suffisant pour tout saisir. Alors que c'est quand même important que je comprenne ce que disent les personnages, puisque je vais devoir animer leur acting, leur façon de parler. Et du coup, je demande à la prod un script. En plus, ça m'intéresse de voir comment on est passé du script à l'animatique. En fait, c'est un script en français, et donc je lis le script tout en suivant l'animatique. Et au début, je me dis mais c'est vraiment trop dommage qu'on n'ait pas à chaque fois le script sous les yeux, parce qu'il y a plein d'informations importantes. Il y a des didascalies, il y a des qui précisent des choses sur les personnages. Et en fait, assez rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui avaient changé. Enfin, que le storyboard avait changé des petites choses sur le scénario. Il a été écrit par quelqu'un qui n'est pas le réalisateur. Et en fait, le réalisateur, il peut se dire ok, bon là on a la matière script qui est très bien, mais en fait pour servir la suite du projet, et parce que lui il connaît vraiment les personnages peut-être un petit peu autrement, il va modifier quelques petites choses. Ça va pas être très différent, mais... Comme en prise de vie réelle finalement, je pensais que ça serait plus verrouillé, mais en fait il y a aussi des libertés... C'est des petites choses, hein. Ils vont pas tout changer. Il y a des choses qui changent aussi dans l'ordre de narration pour la faisabilité en fait après, c'est-à-dire que parfois de changer l'ordre de ce qui se passe dans le script, ça permet d'économiser certains décors par exemple. Donc ça c'est une façon de travailler, par exemple travailler avec le scénario et l'animatique côte à côte. Ce qui prévaut, c'est l'animatique quand même pour moi. Après, je trouve ça intéressant d'avoir le script en dessous pour comprendre ce qui est dit par les personnages. En gros, ça te sert de traducteur, c'est ton sous-titre en fait. Ça me sert de traducteur, mais ça me donne quand même des indications à prendre quand même avec des pincettes, parce que ça peut avoir changé avec le storyboard. Il faut faire attention que ce soit toujours raccord en fait. Et les autres, vous bossez tous plutôt avec l'animatique ou le board, du coup vous n'avez pas une méthode de travail auprès du scénario. Vous parlez de la Bible tout à l'heure, peut-être vis-à-vis de la Bible alors, quand vous êtes en phase de préparation du projet. Si on est au début du projet, ouais. Oh, moi j'ai pas trop l'écrit en fait, surtout avec la discussion avec le réalisateur ou la réalisatrice. Okay. On lit une fois et puis après... souvent on lit au début et après c'est beaucoup de discussions. Ouais. Non, le seul moment où on peut avoir comme ça sur une série tout au long accès au scénario, c'est pour les pré-design finalement, à la direction artistique. Parfois, on lit les scénarios avec les assistants réalisateurs et réalisatrices pour voir s'il y a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux. Et comme tu disais Thomas, il faut fournir des dessins pour les storyboarders en fait, qui n'ont pas forcément ces nouveaux lieux, ces nouveaux personnages. Donc c'est à ce moment-là qu'on va lire les scénarios pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cet épisode-là. Et moi sinon, une anecdote moi aussi. Je travaillais sur une série qui s'appelle Oogie Oogie, qui était pour les petits, une série preschool en 3D. Et au début, parce qu'on était une toute petite équipe, les scénaristes étaient dans la même pièce que nous, ce qui n'arrive jamais. Je vois à Xylam, c'est vrai qu'ils sont vraiment à l'écart avec les directeurs d'écriture ou à distance. Donc c'est même des gens qu'on voit très rarement. À quoi ressemblent-ils ? Qui sont-ils ? Et là, ils étaient dans la même pièce que nous, et quand ils faisaient leur pitch et nous on dessinait à côté, finalement on a eu beaucoup d'échanges et c'est super intéressant parce qu'on arrivait à débloquer des problèmes de scénario pour eux. Et à l'inverse, ils voyaient nos dessins sur des post-it, des choses qu'on allait jeter et puis ils disaient ah non, ça c'est trop bien, on va s'en servir pour tel scénario. Et cette méthode n'est pas restée parce que finalement, je pense que on est quand même dans une industrie où tout est un peu à la chaîne, les postes se chevauchent. Et donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je trouvais ça vraiment dommage. Nous, on travaille avec les boarders à côté. Hein. Oui, avec les boarders. Mais là, c'était vraiment les scénaristes. Mais c'est vrai qu'à une époque, on connaissait pas non plus les boarders. Moi, quand je suis arrivée, les boarders étaient pas à Xylam. Physiquement, ils sont pas si différents. Ils avaient besoin d'être dans une pièce au calme pour se concentrer et rire entre eux. Et moi, ça fait peu de temps que je connais des boarders et des scénaristes. Ah oui, moi aussi. Et c'est des gens formidables. Ils sont très drôles. Ils gagnent à être connus. Effectivement, les scénaristes sont souvent plus isolés physiquement, juste sont dans d'autres espaces. Puis ils écrivent pour plein de séries en même temps. Oui, c'est ça. Aussi, c'est ça, je pense que c'est un autre travail et du coup ils sont un peu dissociés de nous les équipes de création graphique. Alors parfois le directeur d'écriture fait coucou un peu aux artistes. Ouais, de plus en plus. Alors historiquement c'est très rare mais ça commence depuis assez peu de temps, depuis quelques années où on peut effectivement rencontrer quelques scénaristes et les directeurs d'écriture et qui en fait vont avoir ce même rôle qu'avec le réalisateur dont on parlait tout à l'heure. En fait ils vont donner des intentions
de mise en scène qui seront en accord avec ce que eux ils ont en tête et avec le ton global de la série, quoi. Et donc ça peut être intéressant sur des points parfois un peu anecdotiques, ça peut avoir une incidence. Si je parle du cas de figure des Doomies, c'est que on est dans le cadre d'une série feuilletonnante où en fait parfois un détail dans un épisode va avoir une importance beaucoup plus grande plus tard, quoi. Parfois ça se fait de manière un peu informelle aussi, autour d'alcool. C'est effectivement très informel, voilà, c'est des fois on a juste une question, on va les voir et voilà. Mais moi en tant que chef anime, si j'ai une question de sens en fait, je vais aller demander au chef board et pas, on a le directeur d'écriture sur place, mais je vais pas lui poser la question à lui. En fait, je vais pas du tout avoir ce réflexe. Et d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux que je demande au border parce qu'entre temps, quelque chose a pu avoir changé. Voilà. Moi, la seule fois où j'ai eu affaire vraiment aux scénaristes, en fait, c'est que les auteurs de la série étaient aussi scénaristes sur cette série. Et donc, quand je devais faire des pré-designs avant le board, je devais envoyer du coup certains personnages pour qu'ils les valide ou pas. Voilà. C'était sur Bernie ? Non. Parce que justement, sur cette série, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que les borders étaient les scénaristes, pas sur tous les épisodes. Ah oui, exact. Ah, génial. Voilà. C'est d'ailleurs là que j'ai eu ma première expérience de scénario et de board. Ah bien, t'en as fait un ? J'en ai fait 2. Ah 2, pardon. J'ai beaucoup aimé. Comment votre métier à chacun contribue-t-il à raconter l'histoire ? Le travail de l'animation, c'est vraiment un travail d'équipe. Et en fait, notre objectif à chacun, à chaque poste, c'est de sublimer un peu. Voilà, sublimer, c'est le bon mot, ouais. Sublimer chaque étape, en fait. C'est-à-dire que le board va pousser le scénario. S'il y a un petit gag dans le script, au board, ils vont accentuer, en fait, le gag. Par exemple, le script de Doomies que j'ai lu, sur le script de Doomies, en fait, on a notre personnage principal, Bobby, qui a son bras qui est possédé par un démon. Ouais. Voilà, il est en train de discuter et d'un coup, son bras commence à avoir une existence propre et il se met les doigts dans le nez, en fait. Et en fait, au board, ils ont fait que le bras magique va mettre ses doigts dans le nez d'un autre personnage. Et en fait, il a rité. Tout à coup. C'est beaucoup plus drôle. Ouais. Et est-ce qu'il le fait et c'est très tout le surprenant. long ou pas que ça dure pas des tout heures ouais. Et il le fait à un personnage avec qui il a des inimitiés. Et voilà. Ok, après l'étape suivante, peut encore ajouter des trucs. Exactement. Et je pense que chaque étape, son objectif, c'est de faire que ça devienne plus drôle, plus compréhensible, plus beau, plus cohérent, etc. Là, j'ai travaillé le projet dont je parlais, Toby Loneless. C'est un univers vraiment très très particulier, minuscule, même microscopique, dans un immense chêne. On a nos héros qui vivent une aventure. Déjà, les scénaristes étaient vraiment habités par cet univers. Ils ont dû revoir leur rapport d'échelle. C'était assez visible dans le scénario. C'était encore plus visible dans le storyboard au niveau de la mise en scène et tout. Et nous, après, au décor, c'est vrai qu'on va essayer d'aller plus loin que l'histoire, en fait. C'est ça qui est super. Là, par exemple, on va se demander comment vivent les personnages, quel est leur quotidien, avec quoi ils s'habillent, avec quoi ils fabriquent leur maison. Et en fait, de se poser toutes ces questions qui sont pas forcément visibles dans le scénario, ça permet de rendre le tout très cohérent. Et ça peut sembler être des détails dans les décors et des détails sur les personnages, mais en fait, ça va rendre l'univers beaucoup plus possible et puis magique, quoi. C'est quoi le titre ? Toby Loneless. C'est une adaptation d'un roman. C'est une série feuilletonnante. Ok. De Timothée de Fontbelle. Il faut pas faire juste un beau dessin, en fait. Il faut vraiment que ça serve après, aux étapes d'après. Il faut créer de la vie, en fait, d'une émotion. Et c'est souvent, effectivement, ça peut paraître des détails, mais finalement qui ont à peu près tous leur importance. Je sais pas, c'est la coupe de cheveux d'un personnage, une moustache, si c'est pour le personnage, ou effectivement des objets particuliers dans un environnement qui vont indirectement décrire le personnage parce que, je sais pas, il est fan de vieux films de genre, donc du coup il a des VHS, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on capte tout de suite, mais ça participe vraiment à caractériser les personnages, la situation et du coup la narration. En animation, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas faire quelque chose d'incohérent par rapport au script, parce que ça peut arriver en fait que l'animateur ou l'animatrice regarde l'animatique et se trompe en fait. À ce moment-là, dans le plan, on comprend plus ce qui se passe. Par exemple, c'est les directions de regard en fait, c'est-à-dire que si on a un personnage qui regarde pas au bon endroit dans le plan, on peut ne pas comprendre à qui il s'adresse ou... Ça peut être drôle, parfois. Ça peut être drôle. Et après, on peut aussi se faire plaisir et ajouter des détails qui soient plus subliminales, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'au décor, on peut aussi ajouter une petite touche comme ça, qui a pas forcément d'intérêt pour le scénario, mais nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait rire. Tout doit pas forcément avoir un sens, un intérêt. Non, voilà. Ça peut être juste sympa. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui peut limiter, par contre, votre marge artistique dans un projet ? Le budget. Le budget. Hein. Et le temps, le budget. Et du coup, le temps. Ouais. Les deux sont intrinsèquement liés, quoi. Par exemple, s'il y a un nouveau personnage à faire, la recherche va être beaucoup plus courte, donc ça sera peut-être moins intéressant au final, en fait. Je pense que la plupart du temps, ce serait synthétiser les informations, avoir une image moins riche, en fait, quoi. Que ce soit du personnage ou du décor, ce sera avoir un niveau moins réaliste, quelque chose de beaucoup plus synthétique, quoi. Devoir baisser son exigence dans qualité d'animation, quoi.
On travaille beaucoup avec des studios de fabrication en fait qui font les animations. Moi je fais des animations rough, des indications d'animation. Brut, c'est ça, rough, c'est Voilà, brouillon. C'est ça. brouillon, enfin voilà, des ébauches quoi d'animation. Et en fait on a des studios qui vont finir les animations ou faire des animations du début à la fin, propre, clean, mis en couleur, etc. Et parfois on aimerait qu'on ait le temps de faire mieux, quoi, de faire plus. Et eux, même dans les studios dans lesquels ils travaillent, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc on peut avoir par exemple des marches qui glissent, des pieds qui glissent sur le sol, c'est des choses qui sont un petit peu agaçantes, mais qui, voilà, à partir du moment où les choses sur lesquelles on est intransigeant, c'est sur la narration en fait. Donc si sur un plan on a des pieds qui glissent parce qu'on n'a pas le temps de corriger, tant pis, à partir du moment où l'histoire est respectée, où on continue à comprendre ce qui se passe, quoi. Ok, la narration prime sur l'exigence technique de... Ouais, ça, c'est sûr. Après, un personnage qui glisse, qui regarde pas au bon endroit, je trouve ça rigolo, toujours. Il y a un autre problème, la question, juste... C'est qu'est-ce qui peut limiter ta marge artistique? Et il y a aussi les producteurs, Ok. ou les diffuseurs. Genre, oh non, là, c'est trop, ça va trop loin, on arrête tout. Ça souvent, la plupart du temps, plutôt les diffuseurs en fait. C'est-à-dire Ça, les c'est diffuseurs le plus gros problème. Les gens pour qui on fabrique le programme, et souvent ils limitent Il y a un peu certains des choix des artistiques. censures. Enfin, s'il y a un épisode à la plage, Ouais. ça met. Enfin, je sais pas, mais juste de voir les tétons des personnages, ça, ça peut. interdit. Voilà, c'est interdit, donc ça va. Oui, il y a Ok. des règles Revenir de pour- diffusion. ouais. Ouais. Et là, on parlait de diffuseurs français en l'occurrence ou des copros internationales ou, Non, non, c'est. International aussi. Là, par Certaines exemple, on cultures travaille. n'aiment pas les nez, faut enlever tous les nez des personnages. C'est faux, c'est penserais faux. je au- dis Non, on m'avait n'importe raconté, justement, une personne de Xilam m'avait dit que dans tel pays, il faut pas de magie, dans tel pays, il faut pas ci, il faut pas ça, et qu'en fait, il y a, Ouais. suivant les copros, il y a aussi Oui. d'autres choses qui peuvent rentrer en quoi. compte. Faut Tout à enlever fait, tous les ouais. signes religieux. Les signes religieux, pour le coup, là, sur la série qui nous occupe, on n'a pas le droit d'avoir de référence à des signes religieux, même si c'est pas des intentions de base, mais si c'est indirectement lié, en tout cas. Et ouais, le pire, c'est le style parfois. Vraiment, genre, non, on veut pas que ça soit dessiné comme ça, quoi. C'est trop tordu, c'est trop. Oui, c'est trop cartoon en fait, des fois. C'est Ou trop ouais, ou juste bizarre. déformé. Quoi. Mm. Ça, c'est ma bête noire. Ils veulent pas que ce soit trop bizarre et que ce Ouais. soit formaté. Plus... ou- Ouais, plus formaté. Ils ont peur que Consensuel. les enfants aient peur. Ouais, ils ont peur que les enfants aient peur, exactement. Même que tout le monde ait peur. Eux-mêmes ont peur. Hein. Tout le monde Ils ont est peur, mais effrayé. tu fais peur à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est important. Du coup, on a fait le financier, le temps, on a fait aussi le côté des producteurs. Moi, j'ai une autre truc qui me venait, c'est quid de tout ce qui va être les licences, les IP, bosser sur des personnages préexistants, les univers préexistants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous limite ou est-ce qu'à l'inverse, pour vous, c'est un champ des possibles? Alors moi j'ai pas eu l'expérience de travailler sur des licences, mais je pense que ce sera un exercice imposé en fait quoi. Ça dépend du ton ou de la narration qu'on veut intégrer dedans. On peut tourner en dérision un personnage déjà existant. Ça dépend vraiment du coup de l'intention, je pense, qui serait voulu initiale, du scénario, de la relecture ou de la mise en scène qui serait voulu par le réalisateur qui reprendrait une licence. Mais après moi ça m'est pas vraiment arrivé. Bah moi ça m'est arrivé là, enfin j'ai bossé sur les 2 saisons de Chip and Dale, donc de Tic et Tac en français. C'est Florent Remise qui a fait les personnages, qui a fait les designs en développement, et je sais que pour lui ça a été énormément d'étapes, enfin De validation. de validation avec Disney. Il a eu, enfin beaucoup de mois de travail sur ça où ouais c'était compliqué que ces personnages-là soient validés. Zig et Charcot 2 était donc une licence et Marc Dupont-Avis, qui aimait beaucoup cette série, voulait un peu la dépoussiérer. On a fait un main pack Ah, mais t'étais là. complètement... On était ensemble. Oui, il y a eu une refonte totale du graphisme en première intention. J'en suis C'était responsable. fait par Moi Johan et Hervaux et Johan Hervaux et Olivier Pouchelon. Pouchelon. Donc les personnages étaient complètement différents et il y avait ça a impliqué d'ailleurs une animation différente aussi. On avait fait un teaser en fait avec ces nouveaux personnages et ce nouveau style d'anime. C'était hyper intéressant, mais ça a vraiment fait très peur. Mais aux non, même pas. diffuseurs. Ouais, Ils ont les vraiment- Allemands, c'est des diffuseurs allemands avaient. C'était non. Ouais, c'était trop vieux jeux vidéo. Et après, on est revenu, on a tout Enfin, quand je dis Moi, je suis on, parti, les moi. voilà, donc les graphistes, artistes sont partis. On a repris d'autres personnes pour revenir un peu plus vers ce qui avait déjà été fait. Mais en fait, la première saison était en tradi, donc dessiné sur du papier. Et là, on repartait en numérique, donc ça induit directement quelque chose de plus moderne avec des De toute personnes, façon, c'est différent. Ouais. Si je me trompe pas, ce qui les gênait aussi, c'est par rapport à la diffusion. Parce que comme ils ont dû acheter la saison 1 et ils voulaient acheter les saisons 2, leur intérêt aussi, c'est de pouvoir diffuser des mélanges de la saison 1 à la saison 2. Et donc le changement graphique entre les deux aurait peut-être gêné au moment de la diffusion. Je pense que c'était plus bon ça. avocat, hein. Mais ça doit être ça. Hein. Non, mais je Ouais, pense que c'est doit plus être- ça. c'est sûr, Ce que vous Contrainte aviez de fait était diffuseur, très beau. ouais. C'est pas que ça leur a fait peur graphiquement, je pense que c'était juste galère après à diffuser. Et d'autres limites vis-à-vis des copros internationales, on vient de parler de l'Allemagne. Dans Vermine, tout était assez francisé au début. Oui c'est vrai, Et ça il c'est une tendance fallait un peu américaniser. Oui, c'est une tendance un peu générale parfois Ouais. de est-ce qu'il faut ou non montrer des spécificités culturelles. Alors là, on a peu tendance généralement à montrer les spécificités culturelles Ouais. qui nous sont propres. Ouais. Mais parfois, effectivement, si le public visé est vraiment international, on va viser plus des références par définition qui sont plus américaines. Ce qui est dommage. Hein. Doomies est un bon exemple du coup, Tout à fait. car ça démarrait au départ dans le Texas ou Oui, c'est ça, au milieu du désert. je Ah oui, crois non, qu'on est
Zelda. contre-exemple, là, pour Oui, le c'est coup. plus le contre-exemple. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que je Ouais. dis ça. Il y a une mécanique inverse qui vient. Historiquement, c'était plus, il fallait normaliser et avoir des directions artistiques qui parlent plus aux Américains et du coup à l'international. L'inverse, Ouais, une ce forme qui est de triste soft à power dire. en fait, malheureusement. Mm. Et heureusement, il y a une tendance actuelle qui pousse à l'inverse, montrer des spécificités culturelles propres à certains pays. Enfin, je sais qu'en France, par exemple, là sur les Doomies, on travaille sur un projet qui se passe en Bretagne et volontairement, on a vraiment décrit des décors bretons avec des maisons à colombage, les bords de mer, le port, etc. Et vraiment plein de spécificités qu'on pourrait vraiment trouver si on allait en France, dans un endroit de la Bretagne. Quoi. Ok, comme un prise de vue, en fait, plus les plateformes se mondialisent, plus elles veulent de l'authenticité locale. Tout à fait, et ils veulent élargir un petit peu leur cible et le Est-ce public que c'est vrai ça? auquel ils s'adressent. Ouais. Ça s'appelle le glocal. Global sur le côté du genre, du thriller, de l'action, des machins, ce que tout Oui, le monde voilà. aime. Et Oui. local sur le côté la culture, le lore, etc. Pour essayer de faire un truc un peu moins mondialisé. Quoi. Mais donc Ouais. en animation aussi, c'est un sujet du coup. Oui, ça. tout à fait, ouais, depuis quelques années, ouais, avec l'avènement des plateformes, oui, c'est clairement, ça a changé un petit peu la donne et la façon dont les projets sont créés visuellement, quoi. Il y a beaucoup Ok. de crêpes dans The Doomies. C'est vrai? façon Oui, en c'est vrai, Bretagne. il y a des Tout gâteaux à de fait. crêpes. Il y a des ouais. crêpes possédées, il y a... Est-ce qu'il y a des Queen Yaman possédés aussi? Alors, il y a un jeu vidéo Kunyaman, oui. C'est Ils vrai? ont fait Oui, la c'est totale. vrai. Ouais, ouais. Les Bretons seront contents. Il y a Bolloré. Il est breton, non? Ouais, il est bien Bolloré. Quels sont les types de scènes ou de situations ou d'éléments dans un scénario ou donc du coup dans un board sur lesquels vous préférez travailler? Moi, je préfère travailler sur l'acting, très clairement. J'aime beaucoup faire jouer les personnages et les faire parler. C'est le moment où je trouve que je retrouve le plaisir du jeu d'enfant, de faire parler les personnages. Et quand j'étais enfant, je pense que je jouais plus à faire parler les personnages plutôt qu'à les faire se bastonner ou faire des... Tu changeais pas les têtes des poupées, Non, les et puis membres pour je faire les des faisais nouvelles pas sauter personnes. à travers des... Enfin voilà, je faisais pas de l'action avec mes poupées, je faisais du blabla, quoi. Je faisais du sitcom. Les faire parler, je trouve ça génial. De faire bouger leur bouche en synchronisation sur leur acting. Et voilà. Et quand on travaille assez souvent quand même avec des bons acteurs. On anime, on a déjà les voix def. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère, quoi. Leur faire des petits mouvements de tête qui vont appuyer ce qu'ils sont en train de dire, ça me plaît beaucoup. Souvent, ce qui est intéressant quand on fait les pauses clés, c'est les pauses assez dynamiques. Enfin, c'est un peu l'inverse de l'acting, du coup. Ouais. C'est des choses où on peut vraiment pousser les formes, enfin faire des choses intéressantes. Ouais. Les scènes d'aventure, enfin souvent, ça implique qu'il y ait des pauses intéressantes à faire, quoi. Moi, je pense que je préférais décrire les habitats ou les pièces de vie de personnages en particulier. Et je rebondis sur ce qu'on disait avant, c'est-à-dire vraiment au travers des endroits dans lesquels ils vivent. En fait, les objets vont raconter aussi les caractères de différents personnages. Et donc, ce que j'aime, c'est si on regarde un décor d'un clin d'œil, très vite on saisira l'ambiance d'un personnage ou ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire, qui il est, ou ce qu'on va éventuellement voir comme action, etc. Johan? Parler en amont avec le réalisateur et puis créer le personnage en disant ouais, tu vois, il pourrait réagir comme ça, il est habillé, tu vois, il a des Birkenstock, un short, il écoute téléphone, tu vois, genre ce groupe avec C'est un Jean-Louis boulot de Aubert. scénariste, finalement, on n'est pas loin. Bah ouais, à fond. Et là, il y a plein d'images qui viennent en tête. Et plus c'est tordu, plus ça me plaît aussi. Voilà. Dans l'animation, en fait, on a la chance de pouvoir varier les projets. Et surtout, en animation, on a des univers tellement variés. On peut avoir des choses très réalistes, des choses très cartoon, graphiquement très différentes, de la série, du film, de la série feuilletonnante. Et finalement, j'aime pas spécialement un type de scénario en particulier. Je crois que j'aime surtout la chance de pouvoir passer d'un projet à un autre très différent et puis à chaque fois se plonger dans un nouvel univers. Je sais pas, avec Xilam, j'étais dans un univers avec des petits chatons tout mignons. Ensuite, je suis allée sur une série dans un énorme arbre. Là, en ce moment, aussi, un sous-marin, ouais, exactement, ça. un beau sous-marin. Et puis là, en ce moment, je travaille sur une série en Algérie dans les années 50, donc c'est encore différent et c'est ça que je trouve vraiment super. Quels sont, du coup, à l'inverse, ces types d'éléments, de scénarios, de situations que vous trouvez plus difficiles à travailler ou qui vous plaisent moins à travailler? Les foules, c'est horrible à faire. Dès qu'il y a énormément de personnages, c'est une très mauvaise idée. Ok. Et puis je trouve même qu'au final, c'est même compliqué au rendu, quoi. Faut toujours trouver des astuces dès qu'il y a des foules pour les personnages pour rendre ça intéressant, en fait, et c'est rarement intéressant. On peut les faire au décor, quoi. Oui, Ça aussi, peut être ouais. une solution. Faire des masses, des choses colorées, faire différents degrés de détails aussi, plus les personnages sont proches de la caméra. Mettre du flou, peut-être de la profondeur de champ pour Oui, qu'on voit c'est pas ça, trop, enfin, ou des mais choses. ça, en fait, ça demande énormément de temps à faire et souvent, on a le même temps que pour un épisode normal. Je crois que j'ai la même réponse au storyboard, il me semble. Les autres, est-ce que vous trouvez difficile à travailler dans un projet? Des fois, ça peut être quand il y a trop d'ambiance, trop de personnages. Mais en vrai, c'est pas tellement le problème du scénario. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus un problème de production. C'est qu'on sait qu'on n'aura pas le temps, qu'on n'aura pas l'argent. Oui, c'est pas des choses dans le scénario, moi, qui peuvent m'embêter, c'est dans la mise en scène, qui peuvent être techniquement complexes. Par exemple, je me souviens, sur Zig 2, on avait souvent le cas de figure de un pan follow, donc mouvement de caméra qui suit des personnages qui se déplacent dans le décor,
Donc on a un décor défilant et en fait il y a une interaction entre les personnages et le décor. Ils courent et doivent faire des choses, s'agripper à un arbre, tomber dans un puits, remonter, un peu comme Mario quoi. Et en fait la synchronisation du mouvement de caméra, du décor et des personnages, c'est une mathématique très complexe en fait. J'ai pu m'arracher les cheveux sur ce genre de plan. Johan ? Je sais pas, faire des personnages très beaux et lisses, ça me rend triste à faire. Moi je trouve c'est représenter des environnements chaotiques ou organiques où il y a beaucoup de bazar, ou je sais pas, des lianes, plein de racines, un éboulis de pierre, etc. Là par exemple sur un des scénarios, il fallait représenter à l'étape de script une cité souterraine dans une sorte de grande caverne avec un sol jonché de démoniaques avec des monstres qui en sortent, etc. En une image il faut tout. Vous avez 1 heure. Ouais, voilà, il y a un peu l'idée de il faut que C'est ça, c'est pour demain quoi. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est fait l'affaire, non? Donc effectivement en soi oui, c'est intéressant à faire, c'est juste, et on en revient toujours à cette idée de le temps imparti. Et surtout, moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est peut-être après à titre personnel, si c'est le but de la question, c'est que je trouve ça toujours compliqué de rendre lisible quand on essaie de rendre quelque chose d'organique et de chaotique. C'est toujours compliqué. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que en animation, je trouve ça très important qu'au premier regard, on décode l'image très facilement. Il faut pas oublier qu'on est toujours dans un métrage où les plans s'enchaînent et qu'il faut qu'on analyse très très vite le plan, que le regard il soit vraiment capable de très vite analyser ça. Et donc, dans ce cas de figure, je trouve que c'est toujours un peu compliqué ou alors il faut que vraiment le plan reste longtemps à l'image, ce qui est pas toujours le cas, etc. Sur le scénario, moi, si je lis un scénario qui est hyper réaliste et hyper sombre, là, de toute façon, ce serait vraiment une erreur de casting. Je pense de toute façon qu'on m'appellerait pas pour bosser sur ce genre de projet. Parce que c'est pas ta sensibilité, tu veux dire, artistique Non, puis vraiment, tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent ne correspond pas à ça, en fait. Le Chant de l'ombre, par exemple, qui est un long métrage pour adultes qui parle d'exil. Je ne veux pas animer l'exil. Non, mais avec des vampires et tout. Enfin, ah c'est oui, tout celui-là, oui, ce oui. long métrage-là. Oui, ouais, c'est aussi le côté est-ce que l'univers vous correspond, quoi. Ouais, mais moi je croyais ça, mais finalement, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, Clément, c'est qu'on a cette chance-là finalement de pouvoir passer d'un projet à l'autre et que parfois les intentions sont totalement différentes. Les quelques dernières années, j'ai travaillé au sein de la même boîte sur une série très synthétique, très cartoon, qui s'appelait Nawak, où c'est un staging très simple. C'est presque une bande dessinée animée, quoi. Pas de dialogue et juste des personnages qui font des bêtises, un truc très drôle, donc très simple, très synthétique. Et au sein du même studio, un an après, je travaillais sur Mars Express, qui est un long métrage de science-fiction très très réaliste, inspiré d'animes japonaises. C'est quand même plutôt chouette de passer d'un truc à l'autre. Et je pensais historiquement être plutôt restreint par rapport à mes capacités ou mes goûts, mais en fait finalement je me suis rendu compte que si on nous offre l'opportunité de travailler sur différents projets, je trouve que c'est super, ça ouvre l'esprit et ça permet de travailler sur plein de choses, et parce qu'il faut pas oublier qu'on parle beaucoup d'animation et d'anime, etc. Mais je pense qu'on se nourrit quand même un peu plus de choses que ça, et donc du coup de cinéma, bien sûr, parce que ça nourrit la mise en scène, ça nourrit nos esprits et la façon dont on va vouloir mettre en image les choses, etc., etc. Est-ce que l'hyper-réalisme, ça t'embête ? Oui, alors ça, peut être, c'est long et fastidieux, quoi. Ouais, donc s'il y a un vrai, ce qui m'a plu travailler sur Mars Express, c'est parce que du coup il y avait une vraie raison pour laquelle on représentait le niveau de réalisme. Il y a une vraie question essentielle, voire philosophique, qui est propre à la science-fiction. Et donc je trouvais que c'était intéressant de se donner tous mal pour représenter ces images, parce qu'il y avait un vrai sens, la façon dont c'est agencé, imbriqué, ça a une vraie intention. Le faire juste parce que c'est beau et compliqué, là ça me paraît déjà épineux et ça me parle moins, quoi. Quel est le conseil le plus précieux qu'on vous ait donné ou que vous ayez lu ? Moi, c'est d'être feignant, hein. J'ai suivi à 200% le feignant conseil. et efficace. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une façon de dire. Évidemment, les gens qui vous disent ça, c'est des laborieux qui bossent énormément et qui vous disent il faut être feignant pour être un bon dessinateur. Il faut être feignant. Ouais, ça veut dire aller au plus vite, aller au plus facile, c'est ça ? Il faut pas perdre de l'énergie à des choses qui ne sont pas utiles en fait. J'ai pas de très belles phrases là d'un coup là. Non. Que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Pas dans l'animation. Juste faire un beau dessin, des fois ça marche pas en fait pour après. Le plus important c'est le final, donc il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut que le personnage y vive en fait. Il faut pas juste faire beau. De quoi vous échangez le plus avec vos collaborateurs au sujet du scénario ? Quelles sont les remarques que vous faites le plus entre vous ? Ça va être cher. Oui, c'est vrai ça. Moi, dernièrement, là, sur des séries feuilletonnantes dans un univers, on va dire, plus réaliste, j'ai été super contente de voir au travail du scénario et au storyboard la volonté d'être plus inclusif, en fait. Ça se voyait par rapport au rôle des personnages. Encore une fois, sur l'adaptation là, du roman pour Toby Loveless, c'est un roman où les rôles sont quand même très masculins et les filles passent leur temps à attendre. Et au scénario, ils ont beaucoup changé ça. Au storyboard, encore plus. Ça a créé une espèce de motivation, je trouve, dans l'équipe. On était contents, en fait. Oui, parfois, c'est le personnage, et genre, on est déçu parce qu'il n'est pas si bien écrit, ou il est trop, on l'a déjà vu 100 fois, et du coup, il y a des déceptions de ce genre-là. Ouais, faut se mettre à la place des scénaristes, c'est-à-dire qu'ils doivent écrire tellement de scénarios. Je pense qu'ils bossent sur plusieurs séries en même temps. Un peu comme dans n'importe quel travail comme ça, où il faut fournir, c'est vrai qu'on peut trouver que certaines choses manquent d'originalité.
Mais bon, on voit la contrainte derrière aussi. Hein. On peut essayer de l'améliorer, du coup, dans le dessin, ça. Ouais. Effectivement, c'est aussi à nous, je pense que visuellement, de se renouveler, mais et d'éviter nous-mêmes de reproduire des schémas graphiques qui existent déjà, quoi. Donc, je pense que des histoires qui se répètent, ça a toujours existé. C'est le regard qu'on a sur des histoires qui va être Mais comment on le intéressant, quoi. raconte après, ouais. J'ai entendu quand même souvent des borders dire que il fallait vraiment retravailler beaucoup les scénarios, quoi. Et les dialogues aussi. Et les dialogues, Ouais. sans doute, ouais. Toujours sur le côté de l'originalité ou sur d'autres aspects Peut-être un mélange de faisabilité et de pertinence. Je pense plus de pertinence, ouais, de est-ce que ça a une vraie cohérence dans ce qui se passe, pourquoi est-ce que les personnages font telle chose à tel moment, etc. Ça peut paraître fonctionner sur le papier, mais en fait, quand on le met en scène, finalement, ça fonctionne pas aussi bien. Un autre choix peut être plus pertinent, etc. Est-ce que vous avez souvenir d'une fois où votre travail a changé la direction d'une scène? Bah, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'on s'écarte pas trop du storyboard finalement. Tout le travail à la chaîne est fait et dépouillé à partir du storyboard. Donc on doit un peu se tenir à ça, quoi. Ça arrive peut-être un peu des fois au chara design quand il y a un nouveau personnage et que les recherches qu'on va produire vont vraiment sublimer ce qui a été fait, mais au point que ça change un petit peu le personnage au final. Après, on peut faire des choix de changement d'ambiance parfois. On peut se rendre compte, par exemple, en faisant un colorboard, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à comprendre qu'on change de lieu. Bah tiens, on va changer d'ambiance, ça va aider. C'est vrai que c'est une étape à l'animatique où l'animatique est en noir et blanc, donc on s'en rend pas forcément compte. Et puis au colorboard, on va voir que le rythme marche pas forcément, donc c'est une chose qu'on peut faire. Ça arrive souvent, genre, tu changes un petit détail et du coup, tout plein de posings vont changer. Ou la mise en scène va être un peu altérée. Ouais, je pensais à Vermine, ouais. Spider. Vermine. C'est Ouais. comment il s'appelle Speeder. Speeder. C'était une araignée piquée par une araignée. Parce que j'avais mis une intelligent. ouverture au niveau de l'entrejambe C'est resté. et c'est resté, il lui faut des gags avec, je crois. Oui, bien sûr. Il se. Une ouverture au niveau de l'entrejambe. Oui, c'est par ici que sort sa toile, il s'accroche, etc. Bon, on a eu la chance de travailler sur ce projet parce que c'était vraiment idiot et Ouais. pour adultes, donc on a pu s'écarter un petit peu du ton qui est habituel dans des boîtes comme Ouais, je crois Xylam. que sur Vermine, ça a dû arriver pas mal de fois, ce genre de choses. Ouais. Ok, Où ouais. en fait, on laissait plutôt le champ libre à des choses bêtes. Limite, si on rajoutait justement des choses de cet ordre-là, Et c'était les autres s'en encouragé. emparent derrière, ouais, c'est cool. Oui, ouais, voilà. Oui, voilà. Ouais. Comment vous voyez l'arrivée des IA génératives vis-à-vis de votre métier? Moi, je vais faire un stage de maraîchage là, prochainement. Ah, c'est Non, vrai c'est faux, c'est faux. Avec une IA, c'est trop bien. Planter les salades. Noir et blanc. Ok. C'est-à-dire, je trouve ça hyper cool, l'IA. Vraiment. Je trouve que ça peut être un formidable outil. Et j'insiste sur le mot outil. Mais je sais que ça va être emparé par sans doute des mauvaises personnes, des personnes qui ont de l'argent et du pouvoir. Et du coup, ils vont remplacer des gens, j'imagine. Ça va déshumaniser un peu certaines professions. Mais en tant qu'outil, je trouve ça vraiment brillant. On peut trouver plein de... Enfin, graphiquement, parce qu'après, ce qui est d'écriture, je sais que là, ils ont grève des scénaristes à cause de ça, et un peu de ça, je En crois. partie, il y a de ça aussi, ouais. Ce qui est marrant, c'est que l'IA, c'est un peu les prémices pour générer des images. Et du coup, il y a beaucoup de choses... Enfin, moi qui aime les trucs un peu bêtes et tordus, enfin, c'est un puits sans fond de choses bizarres. Donc, des mélanges de choses qui vont être très étonnantes et qu'on n'aurait pas eu l'idée, en fait. Et du coup... ça peut être très inspirant, je trouve. Ok. pour moi. Faut absolument que ce soit cadré en fait. Ouais, c'est ça voilà, le c'est pas problème légiféré, parce quoi. qu'il y a du vol de travail d'artiste. Enfin, moi je trouve ça. Ok. Moi ça me terrifie un peu plus que toi, Yann, Ouais, mais... mais je sais Mais que après, je vois Mais je suis que contente. oui, ça peut être inspirant aussi, mais pour moi, ça utilise les images qui sont sur Internet. Oui, c'est un traitement d'1 milliard d'images. Ouais. Pour moi, il y a du vol de travail d'artiste et c'est ça le plus triste dans l'affaire. Cet quoi. aspect-là aussi, ok. Mm. Mais après, techniquement, en tant qu'outil, je vais vraiment répéter ce que j'ai entendu sur l'utilisation de l'IA qui peut aussi être une façon de simplifier le travail, c'est-à-dire tout le travail de clean ou de mise en couleur qui peut être généré en fait et qui permettrait aux animateurs de économiser du temps sur certaines choses au profit de choses plus intéressantes ou même par exemple on peut imaginer que l'IA puisse animer des foules justement. Donc ça va être des animations assez simples, mais pour ce qui sera de la partie créative, qu'on continue à garder les humains de chair et d'os, quoi. Et par contre, pour ce qui est de remplacer certaines personnes, quand on est passé au numérique, il y a des postes qui ont sauté, les gens layout. qui scannaient Ouais, les les feuilles, cleaners. Washer. et les gens qui produisaient des cellulos, etc. Oh non, c'est Ouais, vrai, ouais. l'entreprise. C'était Mais Saint-Gobain qui faisait ça. Donc la technologie, elle fait changer les métiers. De toute façon, il y a toujours des postes qui disparaissent et des postes qui... Mais quoi qu'il arrive, ça arrive. Des prompt engineers Ouais. qui vont être ceux qui vont trouver et réussir à les utiliser. Ça, c'est la vision positive du truc. Mais je pense pas que le cinéma peut se débarrasser de l'humain. Waouh, elle est bien celle-là. Sur ma tombe, direct. L'épitaphe. Il a dit. Moi, j'ai peur que ça vienne appauvrir la création, quoi. Actuellement, vous l'utilisez pas dans votre boulot. Ça m'est arrivé une fois. Ouais, pour Et là, rigoler. j'aimerais bien le réexpérimenter une seconde fois. Ok. Je cherchais une image à composer
d'un mec qui court. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il va me proposer l'IA? Et c'était assez marrant, donc j'ai gardé. Et l'autre, c'est pour un générique que je dois faire. Et à un moment donné, il y a une carte, genre une carte Michelin, et c'est interdit. Parce que les droits, j'imagine, je peux pas la montrer. Du coup, je me dis, est-ce que l'IA va pouvoir me générer une carte Michelin? Là, j'avoue, pour un décorateur, c'est trop chiant de dessiner une carte. Infernal. Je vais essayer. Ce que je trouve cool, c'est compiler des concepts qui n'existaient pas encore, en fait. Quoi. C'est ça. C'est créer des liens avec des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et plutôt que de passer 3 semaines à créer une illustration d'une affiche de film hypothétique qui aurait été créée dans les années 80, bah là, il y a un clic et au bout de 5 minutes, on l'a. Ouais. Ça peut vraiment faire un gain de temps monstre. Il faut pas que ça soit l'image définitive, quoi. Non, Non, il faut ça que peut ce être soit pour une du base, une concept, compilation. quoi. C'est que quand on essaie de créer nos images, bah, évidemment, en fait, on fait un travail d'IA, mais à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va sur Internet, on cherche des photos, on cherche des objets, et on fait cette compilation nous-mêmes, et après, on va compiler petit à petit. Ça prend beaucoup de temps, quoi. Ce serait pas le travail final, mais ce serait déjà une sorte de prédigestion d'images. Ok. Parce qu'en scénario, c'est bon, c'est parti. Je sais qu'il y en a qui utilisent par exemple quand ils ont des writer's block, comme on dit, ils ont une situation, ils n'arrivent pas à la dénouer, comment je sors mon personnage de telle situation, donc en fait tu lui donnes tous les éléments, tu dis voilà j'ai un personnage, il est comme ça, il a fait ça avant, il fera ça après, il est en telle situation, comment je fais pour justifier ça sans machin, en fait tu fais ta Oui, il réflexion écrit pas à interne. ta place, il te donne des idées, quoi. Et il te dit, bah, il pourrait faire ça, et en fait, de tous les gens qui en parlent, à chaque fois, c'est que des mauvaises idées, mais sur lesquelles tu rebondis pour trouver la bonne, en fait. Donc, c'est au final, ah oui, c'est vrai que ça, si je le tourne comme ça. C'est ton nouvel ami. Ça précise le champ des possibles. Voilà. Le problème, moi, je trouve difficile, c'est qu'il faut beaucoup lui donner d'indications sur ton. Parce que vous, je pense, vous pouvez mettre tel élément dans tel style, mais quand tu dois donner toutes les exigences des personnages, des décors, des arcs, des caractérisations, etc., sans pouvoir lui donner un Excel, donc il faut tout taper à la main, ça va plus vite des fois de réfléchir soi-même, quoi. On va retourner sur une question souvenir. Est-ce que vous vous souvenez d'une scène que vous trouvez pas ou pas totalement convaincante à l'écrit et que vous avez réussi à dénouer, que ce soit du chara-design, du décor, de l'animation? Ça a dû arriver. Je crois qu'on est tellement dans le flow de la création que je sais pas si on se rend vraiment compte en fait. Bah, moi, j'ai déjà vu des scènes de board, d'animatique, qui me paraissaient un peu... Je comprenais pas trop ce qui se passait, il fallait expliciter au moment de l'anime. C'est un truc de mise en scène, quoi. Ouais, c'est vraiment le storyboarder qui règle les problèmes de scène, etc., de séquences. C'est ça, et ou alors si c'est pas tout à fait résolu, il faut à ce moment-là parce que ça peut être parfois fait un peu à la va-vite à l'étape du storyboard aussi, donc et c'est pareil, c'est pas contre eux parce qu'ils vont très très vite, ils ont pas le temps de détailler toutes les scènes, et il faut préciser certaines scènes qui peuvent paraître encore un peu bancales ou faire d'autres choix. J'en viens à cette idée de rendre les images les plus explicites possibles, les plus claires possibles en fait. Quelle différence il y a pour vous entre travailler sur un public scolaire, préscolaire, ado ou adulte? Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre métier concrètement? Tout, ça change tout. Ouais. Bah, genre le style, Le ton, Le ton. le Le rythme. graphisme même, Enfin, tout le la graphisme, nature graphique du projet va être très très différente si Ouais. on s'adresse à un public préscolaire ou scolaire ou un public adulte. Ouais. Et Ouais. le rythme aussi. Le rythme, ouais, le rythme. Ça change tout. Hein. Ouais. C'est très cadré le preschool. C'est ouais. plus de liberté Ah oui. que dans le scolaire. Enfin, je sais pas ce que veut dire scolaire, mais le Bah, Ah, les jeunesse, ouais, 6-7 jeunesse, ans, quoi. ouais. Il y a plus d'audace dans le preschool, je trouve. Bah, sur les choix d'anime, des fois, Oui, les choix graphiques, ouais. les Oui, choix les graphiques. choix graphiques sont Ouais. plus Mais il faut riches. quand même une esthétique assez simple visuellement, quoi. Par exemple, ouais. Même le rythme, faut pas que ce soit trop rapide. Mais à l'inverse, parfois, en jeunesse, c'est très rapide parce qu'il y a un format, il y a un cadre. Il y a aussi une question de cadre, en fait, c'est-à-dire de métrage, de volume de métrage. Alors, en jeunesse, souvent, il y a des épisodes très formatés de 7 ou 10 minutes où, en fait, il faut faire un certain nombre de plans, etc. Et donc, parfois, ça va vite et c'est genre, il se passe beaucoup de choses, etc. Là où, parfois, justement, pour l'animation adulte, on va peut-être plus prendre le temps de mettre en place une mise en scène plus réaliste, en fait, où les personnages prennent le temps, les situations se montent petit à petit et sont plus proches de situations cinématographiques, en fait. Là où la mise en scène en jeunesse est très codifiée et elle répond à une charte et des codes qui se répètent beaucoup, quoi. Genre champ contre champ, establishing, on zoome de plus en plus, etc. Enfin, des codes. Moins de créativité sur ces. Ok. Non, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Enfin, pour le public adulte, du coup, ça peut être Vermine et ça peut être J'ai perdu mon corps. Ouais. Donc, c'est C'est très large. Du coup, c'est beaucoup plus large. Du coup, c'est ça. Il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus grand. Enfin, c'est de plus en plus cadré au fur et à mesure que le temps passe, j'ai l'impression. Ouais. Tout ce qui est ado, Oui. jeunesse, quoi. Oui. Je sais pas, quand je regarde dans les années 80, 90, on faisait des choses vraiment très étonnantes, quoi. Maintenant, c'est genre toujours des mômes à l'école dans des cours de récré toutes grises. Là, avec Globalement, il y a une répétition de ces schémas-là, des Ouais. histoires interminables. Enfin, et encore une fois, c'est pas la faute des scénaristes. Là, on se retrouve vraiment avec ce type de projet, des situations qui se répètent éternellement. Un épisode à l'école, au supermarché, un épisode au parc. Les marronniers, c'est justement Ouais. une directrice vente d'Exilem qui me disait un coup Halloween, un coup machin. un Tout coup, à fait. Tout à Les fait. épisodes de son Noël. doudou. Voilà. Est-ce que vous, il y a une question que vous aimeriez poser aux autres personnes autour de la table? Bourson. C'était comment sur J'ai perdu mon corps, c'est ça? C'est en 3D et tout. Alors moi, c'était pas en 3D parce que quand c'était sur le teaser, l'intention était de travailler d'abord en papier.
Ouais. Donc les décors, il y avait une modélisation 3D. La 3D nous sortait sur papier une version seulement filaire du décor en ligne bleue très claire. Ensuite, on redessinait au fusain par-dessus pour faire les contours avec un trait un peu tremblant rapidement. Les matières, c'était scanné. Et ensuite, on Ah oui, c'est vraiment recherche de DA. Alors, mais moi, je suis venue juste pour filer un coup de main. Mais ça se fait sur un teaser. Je pensais que les teasers arrivaient quand les éléments étaient faits. Non, là, c'était pour faire une espèce d'extrait pour ensuite vendre complètement le long métrage. Ah, c'était avant de le vendre. Okay, ouais, enfin, je pense que c'était en étape. C'était un teaser commercial, c'était pas un teaser pour le public, ça que je veux dire. Non, généralement, les teasers ont souvent vocation à vendre le projet, en fait. C'est faire une toute petite partie pour montrer à quoi ressemblera le projet. Ouais. Et puis la technique, finalement, n'a pas été celle-ci. Ça aurait été possible, mais je pense que ça aurait créé des limites. Et finalement, le rendu, ça a été de peindre sur Blender, qui est un logiciel en 3D. Qu'est-ce que tu as fait sur Mars Express, Thomas? Je l'ai vu à Annecy. Qu'est-ce que j'ai fait sur Mars Express? J'aimerais bien le voir d'ailleurs. Tu l'as pas vu? J'ai toujours pas vu. Non, j'aimerais bien qu'il y ait une projection équipe qui fasse un bon bref. C'est un long métrage qui a été produit par Je suis bien content et Everybody on Deck. C'est ces deux structures qui avaient produit la série Last Man, qui était l'adaptation d'une bande dessinée. Et donc c'était déjà Jérémy Perrin à l'époque qui avait réalisé ce projet. La première saison. Et qui était une des premières séries adultes en France de cette ampleur et de cette qualité, de cette ambition, quoi. Et ça permettait d'amener un autre ton, un autre genre, effectivement la plus réaliste, voire même horreur, science-fiction, enfin c'est un mélange de pas mal de choses. Et ce qui a permis à d'autres projets d'émerger, dont Mars Express bien après, mais aussi Crisis Young, plein d'autres choses, quoi. J'ai travaillé sur le décor trait. Sur les décors principaux, en fait, c'est Anne Raffin qui supervisait le décor trait et qui a supervisé toute la fabrication du layout avec Tchak à Lille. Alors on passe évidemment par une étape d'esquisse d'abord, de mise en place, et puis ensuite on trace très très nettement. Là, en l'occurrence sur Mars Express, c'était presque un travail d'architecture, donc c'était intéressant, mais aussi très demandeur et très très fatigant. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, notamment sur la rigueur de dessin qui est finalement nécessaire pour tout type de projet, même des projets moins précis, moins réalistes. Et en gros, ça consiste à vraiment tracer toutes les lignes d'une image, quoi. Là, en l'occurrence, ça se passe sur Mars, donc évidemment, c'est dit dans le nom. Mais du coup, il y a toute une cité futuriste à créer. Il faut dessiner des immeubles et des rues remplies de. J'ai fait ça avec Antoine Vignon qui travaille avec nous là sur les Doomies. Là, on était le binôme qui faisions les décors références. Ah, bravo, c'est super beau. Hein. J'ai trouvé ça impressionnant. Et l'anime, j'ai vu des animes que j'avais jamais vu avant. Par exemple, l'interaction entre les humains et les robots. Là, ils ont beaucoup travaillé sur Blender justement où les robots étaient modélisés en 3D. Là, il y a une question de sens où justement les personnages humains sont dessinés et les robots sont créés par ordinateur. Donc là, il y a un côté un peu méta de les machines sont créées par les machines, et qui finalement crée quelque chose d'hybride mais qui est fascinant, quoi. C'était très chouette de travailler sur ce projet. J'aimerais le voir assez vite. C'est une sorte de mélange entre Blade Runner et Ghost in the Shell. C'est quoi le mouvement que t'as jamais vu? Par exemple, c'était des interférences entre les humains et puis des hologrammes. Les humains traversent des hologrammes, des visages par exemple en hologramme et des visages réels. Et j'ai trouvé, ça m'a complètement scotché. Il y a une vraie recherche graphique. Comment ça se passe sur Smokers? Je me permets de. C'est une série créée par Olivier Pouchelon, Cédric Stéphan, Vincent Souchon. C'est une série science-fiction qui parle de deux quinquagénaires qui vendent des cigarettes dans la galaxie. Pas pour les enfants, du coup, pas du tout scolaire. C'est pas pour les enfants, et ce problème, c'est la cigarette qui est un prétexte en fait pour parler du regret d'un certain monde pour les quinquas, un monde d'avant, quoi, et faire revenir un peu leur jour glorieux. Mais le problème, c'est la cigarette, quoi. Faut pas le montrer, faut pas. La drogue, on a le droit, et l'alcool aussi, je crois, pas la cigarette. Aucun producteur ne veut se mouiller, quoi. Ce que je peux comprendre, parce que je pense que les diffuseurs censure ce genre de choses. Je crois maintenant Monsieur Hulot il fume une fleur ou un truc comme ça. Maintenant, c'est vrai, ils ont retiré la pipe en 3D, c'est ça? Non, sur les posters. D'accord. Non, mais c'est à ce point-là, quoi. Est-ce que vous avez souvenir d'un scénario ou d'une scène qui vous a demandé d'être particulièrement créatif ou créative? C'était dans une autre série d'Olivier Pouchelon. Je parle que de lui, mais je le vois tous les jours sur Coach Me If You Can, une série qu'il a fait à Xilam pour France Télé et Disney à une époque. Initialement, oui. J'étais directeur artistique dessus. Il y avait un épisode où le héros, Daniel, devait faire son propre film. Et du coup, il bricolait en fait des petites marionnettes, il y avait des personnages en pâte à modeler, etc. Enfin bref, en fait, on sortait complètement de la 2D ordinateur pour faire du tangible. Je voulais vraiment que ça soit cohérent et qu'on y croit absolument et que ça soit vrai, quoi. La Macédoine. Ah, j'avais la Macédoine, j'ai dû faire un vrai plan de Macédoine avec une main de mannequin. En vrai, assez fascinant aussi. Là, c'était vraiment du film, là. Ouais. Il faisait un film en 3D aussi, donc du coup, là, j'ai dû changer encore de médium. En fait, c'était créativement très riche, ce qui a fait paniquer la prod, mais le résultat était très impactant. Rassurant, les a rassurés. Ouais, et du coup, victoire. Moi, dans mon travail, ce qui a pu être utile, c'est le fait de connaître plusieurs logiciels différents d'anime. Par exemple, on faisait l'animation sur Animate, logiciel de 2D, et parfois, c'était plus pratique de faire sur After. Donc, je pouvais
sortir de la pipeline pour faire quelque chose avec After Effects en fait. Notamment beaucoup pour les personnages qui se font projeter très 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 loin dans le ciel, donc pour avoir une belle courbe. Et aussi, j'ai cet exemple-là de Zig 2 où il y a une séquence qui est en jeu vidéo pixel des années 80 quoi. Toute cette séquence-là, je l'ai faite sur After Effects alors que c'était pas la pipeline à la base. Qu'est-ce que votre travail vous a appris vis-à-vis du scénario ? Je crois que c'est essentiel, surtout le scénario. Je trouve. Ouais. Si on n'a pas un bon scénar, je trouve tout le reste un peu... Enfin, en tant que spectateur, surtout, je trouve, genre, ça doit être joli ou je sais pas quoi, si l'histoire, elle est barbante, Ce que tu dis, c'est que c'est le moteur, vraiment, quoi. S'il n'y a pas ça qui drive un petit peu tout le projet, après, c'est que de l'esbrouf, quoi. C'est une suite d'images incohérentes. Je peux juste me rendre compte que oui, c'est un énorme travail, justement, de créer toutes ces arches, mais je suis jamais rentré dans la technique pure. Moi, j'ai fait 2 scénarios pour Bernie, une série courte. t'as dit très fort. Bernie. Et donc c'est une série qui sera diffusée uniquement sur Internet, je crois. Sur YouTube, non ? C'est dans le dark web direct, je crois. Hein, c'est ce que j'ai entendu. J'en avais fait aussi en sortie d'école sur des projets perso. J'envisage très sérieusement de faire une formation de scénario, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et j'ai eu du mal à trouver les scripts sur les prods sur lesquels j'étais. Souvent, ils sont Même sur les prods sur vraiment lesquels, au fond du tiroir. Parce que souvent, c'est... Dans le dossier c'est script. écrit Dans le dossier script, en majuscule. C'est le genre dossier 03 0, A7 /whip/hold/ Je me rappelle à une époque, c'était pas si simple. J'ai fait des études d'art appliqué. Et en art appliqué, on apprend à répondre à un cahier des charges. Bien souvent, il faut faire 3 propositions. Il faut écrire, quoi. Et, j'ai appris à écrire, sauf que j'écris pas. Et là, ça m'a procuré beaucoup de plaisir d'écrire, en fait. De dessiner avec les mots, peut-être. Ce que j'avais besoin de faire depuis C'est longtemps. beau. On a tellement de citations à mettre sur les tombes de tout le monde, c'est parfait. Déjà, avant d'être chef anime, quand j'y repense, je me dis c'est quand même assez fou. Je ne regardais pas les boards en fait. J'avais le bout d'animatique dans mon plan et puis je ne savais pas ce qui se passait avant, je ne savais pas ce qui se passait après. Oui, t'as juste 2 secondes de plan et tu t'animes. Et donc la pire façon de je travailler. pense qu'il pouvait vraiment y avoir des petites incohérences. C'est pas sur la continuité, ouais. dans la Ça continuité. revient sur le fainéant du début. Mais c'était au début de ma carrière et en fait quand je suis devenue chef anime, j'ai découvert l'importance de connaître l'épisode, voilà, l'histoire, vraiment la narration du début à la fin. Mais je pense que quand même ça a forcément une incidence sur notre façon d'écrire, le fait de savoir comment se passe une production après en fait. Savoir ce qu'implique ce que vous écrivez. Oui, de savoir ce qu'implique ce qu'on écrit exactement. Ouais, j'essaie de pas y penser, moi, tu vois. Je me dis, Pour moi mettre tout dans quand je le l'histoire. fais, j'y pense pas, mais je pense que tu l'as quand même un petit Ouais, peu. Peut-être intrinsèquement. quoi. Quand on fait du chara-design, on a toujours une structure en fait qui est donnée par le scénario ou alors même juste un tout petit brief qui est donné par le réalisateur. Du coup, on part toujours de quelque chose, on part jamais de rien. Moi, en ce moment, j'ai envie de créer un peu mes propres histoires, faire un peu d'illustration. Et c'est sûr que ça remet un peu en perspective. Ouais, on part d'une page blanche et puis il faut créer. Contrairement à votre métier, vous partez de quelque chose qui est préexistant. Ouais. Est-ce qu'il y a un type de scénario ou de projet sur lequel vous rêveriez de bosser ? Moi, j'aimerais bien bosser sur la science-fiction. J'en ai jamais fait. Ouais, bosser dans un univers où il y a rien d'existant, tu vois, que ce soit au niveau des designs, au niveau des décors. Le fait de pas avoir de références réalistes, je crois que ça me plairait bien. Moi, ça serait peut-être changer un peu de style parce que j'ai fait beaucoup de cartoons. J'ai fait une fois de l'adulte avec Vermine où j'ai animé, mais sinon c'était vraiment que du cartoon. Pour un peu m'enrichir, j'aimerais bien un peu changer de style et puis peut-être aussi toucher au long métrage que j'ai jamais fait non plus. Moi, je pense que j'ai déjà eu l'opportunité de faire ce que je voulais faire. C'est comme Clément, c'était travailler sur quelque chose qui est plus l'air. Déjà, c'était un long métrage, donc c'était Mars Express. Et donc, c'était effectivement dans le registre science-fiction plus réaliste où effectivement, il fallait un petit peu décrire plein de choses. Et t'as plus de choses qui te font rêver là. Donc maintenant, mes rêves sont finis, donc carrière est je vais arrêter. finie. Je vais arrêter. C'est la fin de ma carrière. Et voilà, terminé. Après, effectivement, je rejoins ce qui s'est dit, c'est changer de registre en fait au maximum et trouver un peu des nouvelles choses. Mon vrai rêve, c'est de bosser sur du court-métrage d'auteur avec un style que je trouve hyper surprenant. Moi, j'ai déjà travaillé sur les dessins de Johan. J'adore voir un dessin et me dire « Ah, mais comment ça bouge ce truc, c'est trop bizarre. » Mais chez Exilem, il y a eu J'ai perdu mon corps, par exemple, comme film un peu auteur, expérimental, etc. Peut-être que ça peut encore exister, je sais pas. Oui. Après, c'est une fabrication qui est assez spéciale hein, concernant l'animation. Moi, j'ai adoré ce film. Il m'a bouleversée pendant plusieurs jours en tant que spectatrice. Après, j'ai entendu parler de la fabrication. Je sais pas si ça m'aurait... Ils ont galéré, ouais. Il y a beaucoup de redessins
comment on appelle ça, de caption. Attends, J'ai capture. Moi, j'ai Et rotoscopie, c'est ça? Rotoscopie. Ouais. Et voilà, et donc c'est quand même vraiment un travail d'artiste parce que le résultat il est époustouflant, je trouve. Puis ils expérimentaient beaucoup aussi, non? Ouais. Avec peu d'argent. Ouais, c'est deux mondes assez différents, hein, la série et le long métrage. C'est même pas les mêmes personnes parfois, je trouve. Hein, c'est deux cercles un peu Ce différents. sont des réseaux parallèles. En fait. Comme en prise de vue réelle au final. Ouais. Oui, et c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même temps de La même travail. temporalité. En série, généralement, c'est très comprimé, on doit aller très 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 vite, fabriquer plein d'images. C'est ce qui me surprenait parfois justement quand j'ai eu l'occasion de travailler sur Mars Express, c'est que on avait vraiment plusieurs jours pour travailler sur une image, ce qui normalement n'est jamais le cas en série. Il faut fournir plusieurs images par jour. Quand t'as bossé toute ta vie en série, t'arrives à prendre cet espace qu'on te donne. Ouais, alors c'était très confortable du coup, mais parfois c'était déstabilisant parce qu'on savait plus où s'arrêter. Ça pose d'autres questions de à quel moment on s'arrête sur l'image. Est-ce qu'elle est suffisamment aboutie? Est-ce que c'est suffisant pour passer à l'étape suivante? Une question de finitude qui se pose pas en série, de toute façon, il faut avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Quelle est la dernière série ou le dernier film qui vous est marqué en termes d'animation, bien sûr? J'ai revu Pinocchio de Walt Disney 1940. Ah, bravo. J'étais en pleine intoxication alimentaire, donc ça a peut-être joué. C'est vrai en plus. J'ai eu des grosses larmes de crocodile en regardant le début. Et j'ai trouvé ça techniquement merveilleux. Et sinon, une série, c'est Smiling Friends, qui n'a rien à voir là pour le coup, que je conseille à tout le monde chez Adult Swim. Et c'est vraiment stupide. Très bizarre, un peu effrayant. Il mélange plein de styles. J'aurais bien voulu bosser dessus. À Annecy, j'ai vu, alors j'ai noté, ça s'appelle Art College 1994 de Liu Juan, j'espère que je dis bien son nom. C'est un film chinois qui parle d'un groupe d'artistes dans une école dans les années 90, des peintres, des chanteurs, et en fait qui se pose plein de questions sur l'art, comment déterminer que son travail est fini, qu'est-ce qui est beau, comment ils vont continuer leur vie après. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est à une époque où à la fois ils s'ouvrent à l'Occident, ils sont très attirés par les États-Unis. Alors quand on est en Chine, voilà. Et à la fois, ils sont vraiment ancrés dans leur tradition. J'ai trouvé que c'était un très beau film qui parle de ce que c'est que de vivre avec son art, en fait. Je sais pas si ça sortira en France, j'espère. Moi, une des dernières séries que j'ai vues, que j'ai beaucoup aimé, c'est Primal de Genndy Tartakovsky. Ah ouais. Il y a une saison 2 qui est sortie là, il y a un peu de temps. Je trouve que c'est vraiment très fort. Après, moi, j'adore son travail depuis très longtemps, depuis Samurai Jack, même depuis Dexter's Lab, etc. Mais là, il y a vraiment un niveau de mise en scène qui est vraiment bluffant. Il y a pas de dialogue. Pour résumer, c'est une sorte d'amitié qui se crée entre un homme des cavernes, une sorte d'homme de Néandertal et un dinosaure. Donc déjà, le pitch de base, c'est compliqué. Il n'y a pas de dialogue et il y a quand même des émotions qui passent, des sentiments. Tout ça, évidemment, est dans un superbe cadre parce que c'est Scott Wills à la direction artistique. Surtout, hein. C'est une boucherie, il y a beaucoup de bastons, c'est un mélange entre des moments poétiques, atmosphériques, magnifiques, avec pas de dialogue, juste de la nature. On regarde des tableaux magnifiques et tout à coup, il y a des bastons d'une cruauté terrible avec du sang et tout ça. Donc c'est clairement sur adulte. quoi Ça a été produit par Adult Swim. Ça a été animé en grande partie à la Cachette, qui est un studio français et tout. Donc, même les on décors salue, aussi. Hein. on les applaudit. Ah ouais, oui, je Ouais, crois. décors en France, ouais. Bravo. Hein. Là, je suis en train de regarder la série Oni sur Netflix. Ah c'est ouais. sur un fond de... Les Diables Rouges japonais. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est Ouais. trop beau. C'est vraiment super chouette. C'est un peu un mix de plein de techniques et puis même l'animation, elle est super chouette. Enfin, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur sur ça. Et sur Netflix aussi, je vais faire la pub, mais il y a un petit court-métrage de Hardman, Robin. En pâte à modeler et tout. Oui. Ouais. Ah non, c'est en laine cardée. Oui, c'est. Oh. Mais en fait, moi, dès qu'il y a de la laine, je kiffe. Donc. Ouais. Et c'est vraiment super chouette. Et je trouve que c'est pas très connu, mais c'est un conte de Noël en fait avec un petit rouge-gorge qui est élevé par des souris et qui pense elle pense qu'elle est une souris. Et c'est vraiment super mignon. C'est pas très long. C'est Robin en anglais et je crois qu'en français c'est Ruby qui sort du nid ou quelque chose comme ça. Ok. Il y a un illustrateur qui a bossé sur le développement graphique, Matthew Forsyth, que j'adore. Et D'accord, ok, c'est pour ça, c'est aussi beau. Ok. voilà, Oui, c'est c'est vraiment pas les très yeux beau. collés comme voilà, c'est Gromit. Non. Avec Non, une non. grosse bouche avec plein de dents. Non, Ça aurait été drôle. c'est hyper fin en fait. Personne n'a cité Spider-Man 2, là, qui sort. Personne. pas encore. Alors, moi, pas je encore l'ai vu, vu. j'ai vraiment envie de le voir, mais pas encore. Ouais, J'étais persuadé quand j'écris les questions, ils vont tous me dire Spider-Man 2 de toute façon. Ah oui, mais justement, c'était trop facile. J'ai une aversion moi, pour les super-héros, donc je Moi, sais pas, l'ai il faudrait vu, que je et regarde. Un peu Ouais. Ah. déçu du scénario. Du scénario. Mais Ah. en fait, c'est que Parlons-en. il y a une suite, donc j'attends de voir la suite pour me faire une idée. Attends, genre en gros, l'histoire est bien s'ils font une suite. Non, il y a bien une suite, mais en fait, c'est juste que moi, j'ai des questions et Ouais. il faut qu'on me réponde. Comme une série, quoi. Ah oui, oui. Et enfin, dernière question, si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, ce serait quoi? Bravo. Et courage pour les Américains, là. Voilà.
D'autres messages pour les scénaristes? Bon, on peut leur proposer d'aller prendre un verre. Hein. Ouais, rencontrer les ouais. animateurs. En tout cas, rencontrer, comme tu disais Ouais. tout à l'heure, Clémence, ça a peu été l'occasion, en général, dans notre travail, de travailler directement avec eux, avec les scénaristes. Mais je pense que ça peut être que fructueux, si on peut vraiment échanger au maximum, quoi. Pas forcément en permanence, mais... Et leur dire que le dessin animé, c'est pas que pour les enfants aussi. On peut faire des choses fascinantes Tordu. avec et tordues avec l'animation. Donc, je pense que ça doit être assez Cloisonné. cloisonné, un peu genre l'anime c'est pour les enfants, les machins, non? Déjà, l'animation, c'est beaucoup, moi-même, je pensais comme ça, c'est beaucoup considéré comme un genre, du coup ostracisé, c'est-à-dire qu'il y a le genre animation comme il y a le genre horreur, machin, alors qu'en fait, c'est juste une autre façon de filmer, mais qu'il y a tous les genres qui existent dans l'animation. Mais effectivement, le cinéma considère que vu que ce n'est pas de la prise de vue réelle, ce n'est pas du cinéma, alors qu'en fait, nous, on s'est décrit d'ailleurs comme cinéma d'animation. Bah, d'ailleurs, Voilà. quand on dit prise de vue réelle, En soi, c'est une technique. Sauf que c'est vendu comme un genre, on va dire commercialement, et à partir du moment où c'est Oui, vendu comme un comme genre un festival, commercialement, c'est quoi. considéré comme à part. et- Même les prix, c'est Ouais, les prix, complètement à part. Hein. festival, Ouais. Moi, j'ai appris une bonne nouvelle hier. Il y a la formation CEEA, qui est la formation de Julien Et Dins combien de E Conservateur européen d'écriture audiovisuelle. Voilà. C'est la C'est compagnie celle, de Julien. ouais, de Julien Dins, de toute la clique. Oui, Souchon. Cette formation, en 2 ans, elle était déjà pas excessivement chère par rapport aux écoles d'animation, etc. À partir de septembre prochain, elle sera gratuite. Devient pour gratuite. les- Oh, Et en fait, c'est Merci. afin d'avoir une plus grande diversité en fait de Mm. scénaristes. Si vous les écoutez en octobre, trop tard, c'est pour l'année prochaine, Voilà. mais inscrivez-vous, c'est vrai que ça devient gratuit. Voilà. Ouais. Donc, on on peut que attend applaudir cette les- initiative qui Oui. effectivement manque cruellement. Ouais. Et globalement, moi j'ai vu clairement, on pourrait dire une forme d'amélioration au fur et à mesure où j'ai lu des scripts, des scénarios depuis le moment où j'ai commencé ma carrière. Où, comme on disait souvent, c'était très lié au cadre, où c'était très formaté avec la jeunesse et donc des formats très imposés. Mais je sais que c'était vraiment un exercice imposé. Et au fur et à mesure, je trouve qu'il y a une forme de qualité qui a vraiment augmenté. Ça tient au fait que très simplement, on peut plus facilement se projeter dans un script, quoi. Et quand on peut se projeter dedans et visualiser des choses, je pense que c'est très très bon signe. Et ça Ok. s'articule, ça fonctionne, c'est fluide. Je pense que c'est. C'est un truc que tu as vu évoluer, alors c'est Ah oui, bon, c'est un vraiment. bon signe. Ouais, Ok, clairement. et enfin Sarah. peut-être plus d'interaction avec eux, ça pourrait vraiment être hyper intéressant. Je sais pas, je les imagine toujours dans leur caverne et tout. On les imagine Et tous. ouais, on les voit toujours à la fin, en fait, quand il y a la diffusion d'un épisode autour d'un verre, et c'est souvent trop tard, en fait, pour... Sortez de vos grottes, voilà la réponse. Merci à tous pour vos réponses. Merci. Merci. De rien, merci. Les auteurs graphiques et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Clémence, Lucie, Sarah, Thomas et Johan pour leur participation. Merci à Marie-Laurence Turpin de Xilam pour son aide dans l'organisation de l'épisode. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu, et pour le soutenir, je vous invite encore et toujours à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.